Mes chers compatriotes, ici Ben Moubamba. Nous sommes le 10 juillet 2025 et j'ai l'honneur de venir vous parler ce soir parce que le voyage du président putatif du Gabon, l'excellence Oligui Nguema Brice Clotaire, appelle une réaction non émotionnelle, non forcément dubitative, mais profonde, qui donne du sens aux choses, afin que le peuple gabonais, qui périt faute de connaissances, soit aussi enseigné pour ce qui concerne le devenir et le futur de notre pays. Mes chers compatriotes, vous avez attendu avec moi cette déclaration ou ce live en écoutant Vico Secondo. C'est en mémoire, je me rappelle à l'école primaire, je devais être en CE1 lorsque je suis passé à son émission L'idole du dimanche. Et en ce temps-là, il y avait d'autres enfants qui chantaient, dont la plus grande star s'appelait le maréchal Opakmala. Il a eu l'honneur d'ailleurs d'assister à un des défilés de l'indépendance aux côtés du président Omar Bongo Ondimba. Je ne sais pas s'il vit encore, je le lui souhaite. Vico Secondo, dans cette chanson que vous avez entendue au Baka, évoque une entité fondamentale pour notre pays qui s'appelle le Nzembi Kana, le dieu du dehors. En d'autres termes, le soleil de vérité. Le soleil de vérité qui permet à la justice et à la paix de se rencontrer dans l'amour. Nous avons donc là la base, notamment dans l'ethnie Mitsogo, une des plus anciennes du Gabon, la base finalement ontologique de notre culture, qui n'est pas contradictoire aux autres cultures et aux autres croyances, mais notre culture, laquelle, débarrassée de tous les aspects vaudous, vaudou n'est pas africain, contrairement à ce qu'on croit, mais un certain nombre de nos cultures ont été polluées, sans le savoir, par le vaudou venu de l'Afrique de l'Ouest, qui est d'ailleurs ce vaudou issu des traditions du Nord, des Vikings notamment, les peuples de l'eau, les peuples guerriers, les peuples des tueurs, des enfants soldats, qui sont entrés en Afrique de l'Ouest par la Porto Novo, disent les Portugais, la porte neuve du Bénin, qu'on appelait avant le Dahomey, c'est-à-dire le ventre du python, les entrailles du python, que j'ai l'habitude d'appeler par provocation le cul de l'ontologie, c'est-à-dire le trou noir, comme on dit chez les Pounous, le Mundunga, le Mudung, là où sont enfermées les étoiles par des croyances vaudou, par des croyances avilissantes, par des attitudes enfermantes qui font que les gens ne vont nulle part. Ils sont enfermés dans des cubes magiques, c'est le cas de le dire, dans des ascenseurs, dans des cages, et toute leur vie, ils traînent comme ça, enfermés dans le noir, sans savoir où aller. C'est le cas du Gabon, c'est le cas des Bantous du Gabon, qui par leur rencontre avec la tradition vaudou, qui est venue du nord, de l'Afrique de l'Ouest depuis des siècles, et donc par voie de conséquence des Vikings, les peuples des eaux, les enfants soldats, les enfants tueurs, les Saxes, les Anglo-Saxons, les Celtes, les Gaulois, tout ce qu'on veut, les Romains, ils nous ont emmené cette tradition des mers qui, en fait, ont perverti le Nzembikana, c'est-à-dire le dieu de la terre, le dieu qui sort de l'obscurité, qui sort du Mundunga, qui sort de l'obscurité, qui sort de la cage pour briller au dehors. La vocation des Gabonais, ou des Bantous du Gabon plutôt, est de briller, mais pour l'instant, ils sont enfermés dans le Mundung, dans le trou noir, dans la cage, dans le cube magique, et ils ne cessent de crier leur détresse. L'histoire immédiate du Gabon nous renseigne que
nous n'avons pas réalisé, comme l'a dit Noureddin Valentin Bongo, est-ce que tu réalises? Nous n'avons pas encore compris que toutes ces épreuves que nous vivons sont une occasion de réaliser dans quoi nous sommes tombés. Dans quelle merde, pardonnez-moi l'expression, dans quel machibi, tchos, nous vivons et nous traînons, ce qui fait que nous n'avons pas d'avenir parce que nous n'avons pas réalisé encore dans quoi nous sommes. Dans cet entretien, je vous parlerai d'abord de la mythologie qui nous permet de comprendre le problème théologico-politique dans lequel nous sommes, qui fait en sorte que les agneaux du Gabon se taisent. Ils sont victimes de psychopathes, de malades mentaux, de tueurs, d'assassins, des gens qui ne savent rien, qui dirigent sans être totalement lucides, sans réaliser dans quoi nous sommes, et ce qui fait qu'ils sont incapables de nous aider à évoluer positivement. Il y a 3 ou 4 points d'actualité qui peuvent l'illustrer et je m'en vais vous en parler. Je vais d'abord vous parler du piège mythologique dans lequel nous sommes. Ensuite, je vous parlerai du problème théologico-politique dans lequel on nous a enfermés. Et je vous parlerai ensuite de la manière d'en sortir. Mes chers compatriotes, je salue bien sûr, vraiment fraternellement celles et ceux qui sont connectés à ce live, à cette mini-conférence. Je les salue et je salue également tous les activistes, les derniers résistants qui résistent à l'innommable, à l'inacceptable au Gabon avec très peu de moyens. Je ne vais pas les citer, ils se reconnaîtront, il y a des hommes, des femmes. Je suis totalement admiratif de la manière dont les résistants, les derniers résistants gabonais sont en train de lutter contre le piège, contre le cube magique, contre le cul de l'ontologie, contre le Machibichos, contre le Machibiland, contre finalement cette prison à ciel ouvert qu'on appelle aussi le Mburanchuo, le Mburantsuru, la place de la douleur, le gros bouquet de la souffrance. C'est là qu'on enferme les Gabonais, c'est pas seulement une prison centrale, c'est tout le pays qui est une Mburanchuo, c'est-à-dire la place de la douleur. Mburanchuo, comme on dit, chuo, tsua. Le Gabon est une prison à ciel ouvert dans laquelle on a enfermé toute la population par le contrôle mental, le contrôle spirituel et le contrôle intellectuel, le contrôle moral, le contrôle politique, le contrôle culturel, le contrôle traditionnel, afin que les gens restent enfermés dans le cube magique, dans le mundung, dans le mundunga, dans le cul de l'ontologie, dans les fesses de la grenouille, qu'on appelle aussi l'Isoro Oban, c'est-à-dire la Sorbonne. Tout ça, c'est des jeux de mots que les Gabonais ne comprennent pas, mais nous sommes enfermés, à tel point que nous sommes fous, enfermés dans une caverne d'Ali Baba, bourrée de richesses, mais dont nous ne profitons pas puisque nous sommes des esclaves enfermés. Pour que cela puisse être possible, il faut un contrôle mythologique, un contrôle métaphysique, c'est-à-dire intellectuel, et un contrôle moral, c'est-à-dire un contrôle politique. Sur le contrôle mythologique, mes chers compatriotes, vous devez savoir que la mythologie, toutes les mythologies du monde, disent la vérité, quelles que soient les différences avec lesquelles ces mythologies s'expriment. Il y a une mythologie des Occidentaux, une mythologie des Orientaux, une mythologie des Arabes, une mythologie des Russes, une mythologie des Japonais, une mythologie des Sud-Américains, plusieurs mythologies des Africains, mais si vous les analysez, notamment à l'aide de l'intelligence artificielle, vous vous rendrez compte que toutes ces mythologies disent la même chose. En fait, pourquoi y a-t-il des mythes, c'est-à-dire des contes? C'est une manière simplifiée de raconter des choses trop compliquées pour le commun des mortels.
tout le monde ne peut pas comprendre une expression philosophique complexe comme... Qu'est-ce que je pourrais citer comme concept, par exemple? L'unicité de l'être subséquent. C'est un concept qui n'est pas imagé, il n'y a pas de compte. La substance subséquente, l'être à suivre, l'émerger qui se tient dans le cachet. Tout ça, ce sont des concepts, ce sont des idées. C'est comme les idées qu'on appelle, les idées sont comparables à des fleurs. Et toutes les fleurs ne sont pas compréhensibles. Parfois, certaines sont complètes et c'est pour ça qu'on va utiliser des images comme des fleurs pour dire les idées. C'est pour ça que l'écrivain français a parlé des fleurs du mal pour parler des idées démoniaques. Donc, mes chers compatriotes, dans la mythologie, on vous raconte des vérités à travers des symboles, à travers des signes. C'est comme les paraboles dont parlait Jésus. C'est pour permettre aux gens qui n'ont pas le bagage intellectuel, conceptuel, de comprendre des choses trop abstraites, de les assimiler et de les comprendre afin qu'on puisse en tirer une sagesse. Et tout pays qui fonctionne selon les normes de la sagesse est un pays qui a déjà évolué. Et c'est le problème du Gabon où il n'y a plus de sages. Il n'y a plus de vieux sages, ni de jeunes sages, qui permettent de léguer à la fin de la vie de quelqu'un un savoir, une sagesse, qui est un héritage pour les enfants de ce pays. Ceci est un clin d'œil à tous les vieux sages qui sont en train de mourir au Gabon, notamment en politique, sans avoir légué la moindre sagesse à qui que ce soit. Ils ne pensent qu'à vivre jusqu'à 200 ans. Ils ne pensent pas à l'héritage des générations futures et c'est un des reproches qui les fera errer dans les ténèbres à la fin de leur vie. S'ils ne comprennent pas la prophétie de Noureddin, est-ce que tu réalises? Est-ce que tu réalises que ta vie ne sert à rien et tu n'as pensé qu'à jouir, à manger, à bouffer, à coller les petites, mais à aucun moment, tu n'as donné un sens à ta vie. Il est temps pour les Gabonais de donner un sens à leur vie, à chacun de donner un sens à sa vie, à notre pays de donner un sens à son existence, sinon, nous sommes en voie de disparition. En mythologie donc, mes chers compatriotes, vous devez savoir que le président Oligui Nguema, qui s'est rendu aux États-Unis, dans le contexte d'un scandale mondial, où le président des États-Unis, Donald Trump, a reçu des chefs d'État africains, sans connaître leur nom et sans savoir de son propre aveu de quel pays ils viennent. Lorsqu'il les a reçus à déjeuner, il leur demandera, bon, ne parlez pas trop longtemps, j'ai juste besoin de savoir votre nom et de quel pays vous venez. Jamais il n'aurait dit ça de Nelson Mandela, de Houphouët-Boigny, de Marc Bongo ou de Léopold Sédar Senghor, ce qui veut dire que, en ce moment, la mort de l'Afrique est en pleine accélération si nous n'y prenons garde. Nous sommes en guerre. Et la guerre, et le but de la guerre, c'est de tuer. Vous avez été averti par Emmanuel Macron, le président français, qui, dans le monde mythologique, est comparable à un corbeau. Quand il sort, c'est pour alerter. C'est pour crier. Un corbeau vanga vanga. Il crie comme un faux prophète. Comme tous les faux prophètes que vous avez au Gabon. Quand ils sortent, nous sommes en guerre. La bête de l'événement. Vous pensez qu'il parle comme ça par hasard? Oh, le Seigneur m'a dit. Je vois. Vous pensez qu'il est en train de coasser ou de crier comme un prophète, mais c'est un faux prophète, un corbeau de sa mère qui sort pour alerter que, attention, nous sommes en guerre. Attention, le grand festin va commencer. Il faut tuer. Donc, la rencontre des États-Unis entre Donald Trump et 5 présidents africains humiliés et ridiculisés à la Maison-Blanche comme des gens qu'on ne connaît pas, est une alerte qui est lancée en direction des Africains. On ne vous connaît pas. Tout ce qui nous intéresse, ce sont vos richesses minières. Et s'il faut que vous disparaissiez, vous allez disparaître puisque
est-ce que tu réalises? Si tu ne réalises pas, ben c'est de ta faute aussi. Tu vas mourir, la gueule ouverte, comme un animal qui ne vaut rien. Et après, ne viens pas te plaindre parce que tu ne veux pas réaliser. Oligingema, dans la mythologie, par exemple, grecque, gréco-romaine, ressemble à cet enfant qui a causé la guerre de Troie. La guerre de Troie. La guerre de Troie, c'est une guerre qui a duré 10 ans en Méditerranée et qui a causé la destruction de tout un pays qui s'appelait Troie. Tout le monde est mort. Le roi, sa famille, ses enfants, les citoyens, tout a été détruit, même les chiens, les animaux, tout le monde est mort. Et c'est à partir de la mythologie qu'on appelle l'Iliade et l'Odyssée que vous pouvez comprendre ce que sont les Occidentaux, c'est-à-dire des colons qui aiment la guerre. C'est pour ça que Macron dit en 2020, avant la maladie du Covid, nous sommes en guerre. Nous devons repartir à la guerre. Mais la guerre de Troie, mes chers compatriotes, a été provoquée par 3 Mamiwata. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas les humains qui provoquent les guerres. Mais ce sont des humains possédés par des esprits, des êtres extradimensionnels, qu'on appelle aussi des Mamiwata ou des démons, tout ce qu'on veut, mais des génies ou des djinns chez les musulmans. Comment la ville de Troie a été provoquée dans l'Iliade et l'Odyssée, même si au Gabon, on ne lit plus, on préfère les réseaux sociaux, le Congo, ça, boire la bière, coller les petits. Mais dans le Gabon d'après, on reviendra vers la culture, vers la connaissance des mystères, la connaissance des sciences, la connaissance des mythes, et on fera progresser les gens parce que on reviendra vers la formation. L'éducation sera la première des priorités. Un prince grec ou une famille dans la Méditerranée, un roi et une reine, vont aller consulter un ganga, qu'on appelle là-bas un oracle. Ils vont attendre un enfant qu'ils vont appeler Paris. On leur dit, si cet enfant vous le gardez, il va provoquer la guerre, la chute et la ruine de votre pays. Le couple va abandonner l'enfant sur la montagne pour qu'il meure. L'enfant s'appelle Paris. Mais l'enfant est recueilli par quelqu'un et confié à une autre famille. Et finalement, l'enfant, après avoir grandi, il devient un beau jeune homme. Cet enfant va revenir par hasard comme ça chez ses parents, le roi et la reine de Troie qui ont un autre enfant qui s'appelle Achille et puis une fille qui s'appelle Cassandre, qui elle aussi est une magicienne, une sorcière. Elle a failli avoir des aventures amoureuses avec un dieu, je crois Apollon, et comme elle n'a pas voulu sortir et coucher avec ce dieu, le dieu le maudit cette fille et lui dit toutes les prophéties que tu diras, personne ne croira à tes prophéties, chère madame. Donc Cassandre dira à ses parents, si vous accueillez notre frère Paris, c'est la mort pour nous. Les parents ne vont pas écouter. Comment la mort de Troie va s'organiser? Comment la guerre de Troie va commencer? Ben, c'est très simple. 3 Mamiwata, une qui s'appelle Aphrodite, qu'on appelle chez les Pounous Marundu, une belle jeune, une très belle, la déesse de l'amour, la déesse de l'érotisme. Donc, elle, c'est la déesse de l'amour, la Mamiwata de l'amour. Et il y en a une autre qui s'appelle Athéna, que les femmes appellent Atrinzam, ou Elena Khan. Parce que toutes ces entités n'ont pas de couleur, n'ont pas de race. Elles apparaissent partout dans le monde sous la forme que vous voulez. Ensuite, elle est Athéna, elle est la Mamiwata de la sagesse, mais aussi de la guerre, la grande stratège. Elle aime se battre, elle aime les bagarres, personne ne peut lui résister. Et il y a une 3e Mamiwata, une sirène, une déesse, tout ce qu'on veut, une entité extradimensionnelle qui s'appelle Hera ou Rhea. Elle, c'est la Mamiwata de la famille, du couple et tout. Alors, les entités se disputent entre elles un jour lors d'un banquet.
et arrive une entité qu'on n'avait pas invitée à ce banquet. Elle arrive avec une pomme d'or qu'elle jette sur la table, elle lance sur la table des entités en pleine fête, en disant « Samba, voilà pour vous, pomme d'or. Cette pomme d'or est à la plus belle. » Parmi les 3 Mamiwata, les 3 sirènes, les 3 déesses, les 3 êtres extradimensionnels, il y a une dispute, on ne sait pas qui est la plus belle. Est-ce que c'est Aphrodite, Vénus, qui gère les questions amoureuses, sexuelles, érotisme et tout? Est-ce que c'est Athéna ou Atrunzam, qui est, elle, est la déesse de la guerre, l'entité de la sagesse, de la stratégie, ou c'est Rhea ou Héra, je me mélange toujours, celle qui gère finalement les traditions, la famille, tout ce qu'on veut, les choses qui sont bien dans la vie. On va finalement aller faire apparaître ces 3 vierges-là, ou ces 3 vierges Marie, ou ces 3 sirènes, au fameux Paris, le prince de Troie, dont on avait dit qu'il ne devait pas vivre. On va lui demander de trancher qui est la plus belle entre les 3 entités-là. C'est les mêmes 3 entités qui sont apparues à Jésus dans le désert. Hein. C'est le même système qui boucle tout le temps. Hein. On peut retrouver ça dans toutes les mythologies. Jésus est tenté 3 fois au désert. Paris, il est tenté 3 fois avec 3 Mamiwata, 3 sirènes qui lui disent « C'est qui la plus belle entre nous ?» Alors Athéna ou Athénzam lui dit « Si tu me choisis moi, je ferai de toi le plus grand chef politique, le plus grand chef militaire de tous les temps. » Rhea ou Héra de la tradition, la femme lui dit « Si tu me choisis, je ferai de toi vraiment la gloire, vraiment ce sera pour toi. » Et Aphrodite, Vénus, lui dit « Si tu me choisis moi, Aphrodite, comme étant la plus belle, si tu me donnes la pomme d'or, ce sera moi qui te permettrai d'épouser la femme la plus belle du monde. » Vraiment, plus belle de plus belle. Donc, évidemment, en bon bantou, Paris va choisir le sexe, l'amour, la volupté, l'aphrodisme, et c'est comme ça qu'il va donner la pomme d'or à la Mamiwata, à la déesse, à l'entité de l'amour, de la volupté, de la sensualité, ce qui va déplaire aux autres femmes, aux autres Mamiwata, aux autres sirènes. Donc, et c'est ainsi que cette dispute entre ces 3 vierges Marie, ou ces 3 entités, va provoquer une division au sein du collège des dieux dans l'Olympe. Et chacun va prendre parti, et c'est comme ça que on va arriver à ce fait précis que Paris va aller enlever la femme d'un roi, du roi Ménélas, un grec, et parce qu'elle est extrêmement belle, les entités de l'amour, Aphrodite, Vénus, vont l'emmener à enlever cette femme qui va emmener dans son pays. Et les autres rois, les Grecs, vont dire, puisque c'est comme ça, nous allons faire la guerre à Troie, et ils vont faire la guerre pendant 10 ans, ils vont tuer tout le monde, tout détruire. Paris, et je conclus la mythologie par là, c'est Oligui Nguema. C'est lui, l'enfant de la malédiction gabonaise. L'enfant qui, par ses traumatismes personnels, son histoire privée, son histoire personnelle, est en train d'entraîner le Gabon vers son autodestruction. On en veut pour preuve les dernières décisions prises. Je fais l'impasse déjà sur le voyage aux États-Unis. La décision de faire camper la gendarmerie et les forces de sécurité devant le cabinet de l'avocate Gisèle Eyou, la défenseur de Sylvia Bongo et Noureddine. C'est comme en mythologie. Il est en train d'ouvrir une boîte magique qu'on appelle en mythologie une boîte de Pandore dans laquelle sont enfermés tous les démons du Gabon. À force de jouer avec la pomme d'or, à cause de l'amour, à cause d'Aphrodite, à cause du sexe, à cause de la volupté, à force de manipuler la boîte de Pandore, c'est-à-dire on va camper devant
devant l'étude de l'avocate Gisèle Liou. On fait ce qu'on veut, on casse des maisons, on déguerpit les gens, on menace ceux qui ne sont pas d'accord, on s'adresse devant le maître de la terre, Donald Trump, en faisant le malin, en bombant les muscles, comme si on était plus fort que Sankara ou Kadhafi, alors qu'on n'a même pas une année de mandat. Oligui Nguema, c'est le prince Paris de Troie, comme dans la mythologie. Il ne comprend pas que la parole que Noureddin a prononcée le jour de son arrestation, est-ce que tu réalises? Sans le savoir, c'était une prophétie qui était non seulement adressée au peuple gabonais, mais adressée spécifiquement à Oligui Nguema. Est-ce que tu réalises ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu réalises que tu as oublié les paroles de ton maître qui a dit « Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train d'en faire. » Il nous dit « Amusez-vous ». Mais le jour viendra où la boîte de Pandore sera ouverte et tous les démons du pays vont sortir. Tous les démons du pays vont sortir. Il est de mon devoir de dire que ce que les activistes, les derniers résistants ou des gens, des politiques comme moi faisons, nous ne le faisons pas par jalousie, parce que moi je suis suffisamment diplômé, suffisamment formé, j'ai même plus de réseau dans le monde qu'Oligui Nguema. Ce serait facile pour moi d'aller proposer mes services et il ne va pas refuser de me prendre. Il sait tout ce qu'il a à y gagner. Mais je ne le ferai pas. Ou je ne le ferai plus. Parce que je connais ce système de l'intérieur maintenant. Donc, tous ceux qui résistent ne sont pas contre la personne d'Oligui Nguema. Tous ceux qui résistent ne sont pas dans la jalousie. Ils ne sont pas dans les règlements de compte. Mais nous comprenons bien que notre pays est en danger parce que il est manipulé par des forces qui nous dépassent grâce aux bêtises de Gabonais et de Gabonaises qui ne veulent pas entendre la parole. Est-ce que tu réalises là où nous sommes? Nous sommes au bord du précipice. Les gens pensent que parce qu'ils ont l'armée, ils ont des pistolets, ils ont les baïonnettes, que la prophétie d'Omar Bongo qui a dit « avec des baïonnettes on peut tout faire sauf s'asseoir dessus », les gens pensent que ça ne les concerne pas. Ils pensent que comme ils ont le pouvoir, tout est possible, tout est permis. Ils pensent que comme ils ont l'argent, comme les Gabonais sont des peureux et des lâches, rien ne va se passer. Mais en rappelant la mythologie de la guerre de Troie, je veux dire à Oligui Nguema et à tout l'ensemble de la nation qu'il y a des choses, quand elles sont en mouvement, on ne peut pas les arrêter. Aujourd'hui, nous sommes véritablement en guerre. C'est comme la guerre de Troie qui a tué tout le monde. Et c'est la guerre que le corbeau Emmanuel Macron, qui est le corbeau du nouvel ordre mondial, a annoncé. Aujourd'hui, nous savons que nous allons vers une guerre nucléaire de basse intensité. Il y a des gens qui veulent ça. Emmanuel Macron est allé en Angleterre rencontrer le roi, rencontrer le Premier ministre. Si vous allez dans le nord de l'Europe, à Rotterdam, tous les dispositifs de guerre mondiale sont en préparatif, d'où l'accélération de la Russie en Ukraine. Et vous avez vu comment cette guerre nucléaire a failli éclater à l'occasion de la guerre des 12 jours entre l'Iran et Israël. Vous voyez ce qui se passe au Yémen, vous voyez tous les dangers au large de la Chine avec Taïwan. Nous sommes en guerre avec ce qui se passe en Afrique. Et si nous n'avons pas des dirigeants ou des acteurs qui soient politiques, culturels, des acteurs de la société civile, des religieux, des militaires, des personnalités lambda, si nous n'avons pas des gens qui sont suffisamment intelligents et lucides pour comprendre où va le monde, ben nous mourrons dans cette guerre, nous disparaîtrons tous, je préfère vous le dire. Et ce que nous reprochons à Oligui Nguema, ce n'est pas d'être président, mais c'est de jouer avec les esprits des Gabonaises et des Gabonais, de jouer avec des choses, de penser que le Gabon là lui appartient.
Le Gabon, là, n'appartient à personne. Le Gabon fait partie de la planète Terre, mais c'est un endroit très mystérieux. Il ne peut pas être dirigé n'importe comment. Et Oligui Nguema, nous le voyons, il dirige le Gabon n'importe comment. Permettez-moi, maintenant, à propos de la mythologie, nous sommes en guerre, de rappeler aux uns aux autres que cette guerre, qui a duré 10 ans dans la mythologie grecque, c'était une guerre mondiale qui a tout détruit, où tout le monde a perdu son âme. Comment le peuple de Paris, c'est-à-dire le peuple d'Oligui Nguema, parce que j'ai comparé le prince Paris de la mythologie de la guerre de Troie à Oligui Nguema, un enfant maudit qui a trop souffert, traumatisé, et qui a décidé d'aller traumatiser les gens, de prendre le pouvoir pour se venger. Parce qu'il a vu Omar Bongo dans la force, le pouvoir, il a vu ça, il a été jaloux d'Ali Bongo, Sylvia, il a réglé ses comptes. Il règle ses comptes avec les gens qui l'ont traumatisé, mais sous le dos des Gabonais. Mais le Gabon, ce n'est pas que Ngoni dans le sud-est, ce n'est pas que Bissok dans le nord. Le Gabon, c'est 9 provinces. On ne peut pas gérer un pays comme le Gabon, comme si le Gabon ne se résumait qu'au traumatisme du prince Paris Oligui Nguema. Donc, comment la cité de Troie, dans la mythologie de l'Iliade et l'Odyssée, vraiment passionnante, si on avait un vrai programme d'éducation qui n'est pas basé sur le par cœur, qui ne serait pas basé sur le par cœur, mais sur l'affirmation que tout enfant du Gabon est intelligent. Laissons-le sortir son intelligence, au lieu de le brimer par des faux concours, par des fausses méthodes éducatives basées sur le par cœur, sur du n'importe quoi, l'apprentissage de bêtises, une réforme de l'éducation. Mais comme on est dans un pays qui appartient forcément à un mâle dominant, à un singe fou, comme le film de Ikapi, le singe fou que vous avez tous suivi, on est là-dedans. On est dans le prince de Capistran, le prince de Paris, le prince que vous avez vu dans le singe fou. Ça parle d'Oligui Nguema. C'est eux. Parce que l'inconscient gabonais a toujours fonctionné comme une prophétie ambulante. On a toujours annoncé ce qui allait arriver. Dans les tam-tams se sont tus, on a annoncé la mort du Gabon, la mort des pères, la mort des mémoires, la mort des traditions. Dans Ikapi, le prince de Capistran ou le singe fou, on a annoncé le moment où quelqu'un de totalement fou, l'argent, qui ne croit qu'en l'argent, 100 milliards par-ci, des dettes, eh bien il va coquer au Gabon. Et c'est ce que nous vivons. Dans les couilles de l'éléphant, on a annoncé l'arrivée de Jean Ping. Dans Demain, un jour nouveau, on a annoncé l'arrivée pas de Marbongo, mais l'arrivée peut-être de quelqu'un d'autre. On verra bien qui c'est. Donc, nous allons brancher un peu plus de batterie à notre appareil. Ça devra aller maintenant. Comment le Gabon, donc la cité de Troie, va tomber dans l'Iliade et l'Odyssée? C'est simple, vous avez entendu parler du cheval de Troie. Comme les colons, les gréco-romains, les occidentaux n'arrivaient pas à s'emparer de la cité de Troie, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fabriquer un cheval de Troie. Vous avez entendu parler de l'expression le cheval de Troie. Et ils vont mettre des soldats d'élite à l'intérieur de ce cheval de Troie. Ils vont faire semblant de prendre leur bateau et de partir. Allez, l'indépendance, vous êtes indépendants. Allez, c'est bon, on s'en va. Allez, c'est fini, c'est bon, c'est fini le parti unique. Allez, la démocratie, discours de la boule. Allez, on s'en va. Allez, bon, maintenant, allez, les élections, c'est bon, c'est bon. Allez, c'est les élections, vive la démocratie, 2023, on nous a libérés, Oligui n'est pas mauvais. Allez, tout ça, ce sont des plans. Ça s'appelle le cheval de Troie. Quand on fait le cheval de Troie, on fait semblant de vous libérer. On fait semblant de partir, de vous laisser tranquille. Mais on introduit dans votre réalité un cadeau empoisonné. Ce cadeau empoisonné, ça peut être
la religion. Je vais donc arriver au problème théologico-politique. Toute religion qui vient avec des sentiments faussement humanitaires, avec des bons sentiments, et qui vous réduit, qui vous infantilise comme si vous ne savez rien. Et c'est ces religions-là, le catholicisme, moi j'ai été catholique, je n'ai rien contre, mais vous devez savoir que le christianisme, à partir de l'année 325, est devenu une religion d'État au service de l'Empire romain. Donc a servi l'esprit colonial. D'abord les Romains, ensuite les Européens, ensuite et enfin les Occidentaux. Et maintenant le nouvel ordre mondial qu'on appelle aussi les universalistes. Et l'Église catholique, ça signifie l'Église universelle. Tout ce qui est universel, même le cinéma universal, c'est toutes les entreprises qui consistent à coloniser sous le commandement d'une seule réalité qu'on appelle le NOM, le nouvel ordre mondial. Donc, le premier cheval de Troie que nous avons vu arriver au large du Gabon en 1472, qui ne s'appelait pas le Gabon, mais le Kama, après s'être appelé le Mpongo, le pays du souffle vital, le Mpungu, Mupung, le Zambia Pungu, le pays du souffle vital. Donc le souffle vital, c'est le souffle de Dieu. C'est ce que ça veut dire un Mpungu. Ce n'est pas les Mienais qui ont inventé le mot. Les Omienais sont un résultat du Mpungu. Mais ce n'est pas eux les inventeurs du concept de Mpongo ou Mpungu. Ce concept était là pendant des siècles. Après, c'est vrai que les tribus métissés, les peuples métissés de la côte, se sont attribués le mot Mpongo, Mpongwe, mais nous sommes tous des Mpongwe. En réalité, les Gabonais, nous sommes des habitants du pays où il y a un souffle vital. C'est ce que ça veut dire Mpung en Pounou, Mpungu. Toutes les Bantous du Gabon, pour qualifier le vent, ils ont cette onomatopée autour de Mpung, Mpongo, Mpungu, Mpongwe. Nous sommes au Gabon, sauf si le grand remplacement marche, l'effacement des Bantous du Gabon, nous sommes un peuple du souffle vital. Un peuple qui peut capter le souffle vital. Le Mupung, le souffle vital de Dieu, le Zambia Pungu. En réalité, mes chers compatriotes, pour empêcher les gens de devenir des dieux, c'est-à-dire des intelligents, des intellects, des stratégies sont mises en place pour que les gens meurent, les gens soient tués, soient massacrés. Ils sont massacrés soit par la misère, la pauvreté, la mésentente, le racisme, le tribalisme, l'esclavage, mais ils sont massacrés aussi grâce aux chevaux de Troie. Dans la mythologie de Troie, de la guerre de Troie, les Grecs qui n'arrivaient pas à vaincre les Troyens ont fait introduire la nuit, après avoir fait semblant de partir, un cheval dans lequel ils avaient bourré de soldats d'élite. Et la nuit tombée, les soldats d'élite sont sortis du cheval, ils ont ouvert les portes, ils ont appelé leurs amis qui étaient revenus, et ils ont massacré tout le monde jusqu'au matin. Ils ont tué tout le monde. C'est comme ça que Troie est tombée définitivement. En ce qui nous concerne, le premier Mpongwe ou le premier Bantou qui a vu les caravelles portugaises arriver au large du Mpongo, de l'estuaire, celui-là a vu le début de la fin du monde des Bantous. Donc, mais tout ça a commencé par Oligingema, alias le prince de Capistran ou le prince de Paris, celui qui a fait le pacte avec les Mamiwata, avec les Aphrodite, les Athéna, les Héra. Il faut connaître la mythologie pour savoir que c'est une manière simple de vous expliquer ce qui se passe. Vous savez que le monde n'est pas aussi simple qu'on vous le dit. Mais au Gabon, on est arrivé d'abord par la religion, ensuite par les commerçants, et ensuite par les soldats, et ensuite par les humanitaires, et ensuite par les démocrates, et ensuite par les réseaux sociaux, tout ce qui est bon pour détruire les Bantous, parce que les Bantous ne comprennent pas l'expression de Macron en 2020, nous sommes en guerre. Comme on ne peut pas vous tuer, ben on va passer par quoi? Par les chevaux de Troie et la démocratie libérale. Je ne parle pas de la démocratie en général, mais la démocratie, c'est-à-dire le faux jeu des élections,
ça aussi, c'est un cheval de Troie. C'est ce qui a permis à la Côte d'Ivoire de tuer des milliers de gens. C'est ce qui a permis au prince de Capistran, à Oligui Nguema, de s'imposer. Ce n'est pas le coup d'État, parce que nous savons désormais, avec l'affaire Sylvia Bongo, que ce coup d'État n'a jamais eu lieu. C'est un montage. Tout le monde était déjà arrêté le 29. Le 30, c'était de la comédie. Tout a été monté à partir de l'Élysée et de plein de stratégies, de techniques pour mentir, pour éliminer, pour prendre les richesses du Gabon et aller les vendre aux mieux offrants. Notamment les îles de Mbagné, Konga et Cocotier qu'on a donné quasiment cadeau à notre voisin, la Guinée équatoriale, sauf si la nation bantou qui est au Gabon arrive à changer la donne. Donc, c'est par la mythologie qu'on peut comprendre ce qui nous arrive, non seulement la mythologie gréco-romaine, mais la mythologie aussi bantoue, parce que toutes ces mythologies disent la même chose, mais il faut savoir les analyser et les interpréter et les expliquer. Mes chers compatriotes, nous sommes en danger. Nous sommes dirigés par quelqu'un qui a utilisé des chevaux de Troie pour que nous ne réalisions pas ce qui se passe, pour que ce pays disparaisse. Et que va-t-il faire en mythologie? Parce que les mythologies sont des contes, mais ces contes peuvent devenir des religions. Et dans ces religions-là, on peut, après, des gens assoiffés de pouvoir, peuvent monter tout un système de contrôle pour vous mettre sous un dôme de fer. Vous avez vu en Israël, pendant la guerre des 12 jours, il y avait un dôme qui protégeait les Israéliens, mais que les Iraniens ont percé avec leurs missiles. Le problème théologique, on peut résumer ce problème comme ceci. Le problème théologique est créé lorsque des hommes créent une religion pour essayer de mettre les mythes, les croyances, la foi des gens sous mind control, sous un contrôle mental. On contrôle votre système nerveux dans le but de vous prendre votre argent, de faire de vous des esclaves par des croyances, pour vous emmener tout simplement à satisfaire des gens, des cercles qui sont avides de pouvoir. Vous le voyez avec des pasteurs parfois qui créent leurs églises. Au début, ils sont gentils, après ils vous prennent des dîmes, après ils vous couchent, ils vous violent, parfois ils vous manipulent, ils détruisent vos vies à travers des fausses prophéties, ils vous racontent des choses du matin au soir, ils se font passer pour des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, mais tout en manquant d'humilité vis-à-vis du mystère de la spiritualité, vis-à-vis des mythes, vis-à-vis des contes, vis-à-vis des rêves. Les rêves sont des choses vraies, mais c'est une autre dimension. Il ne faut pas prendre les rêves pour des choses qui doivent impacter la réalité quotidienne comme si les rêves étaient eux-mêmes de la réalité. Les rêves sont une partie de la réalité. L'inconscient est une partie de la réalité. Et la réalité, c'est la réalité. Et même la réalité n'est pas tout à fait la réalité. Il faut comprendre que c'est en développant la connaissance, le savoir, les sciences, l'analyse, la compréhension profonde des choses que nous arrivons à avoir des humains humbles, pacifiés, calmes, qui font comme ce qu'on dit, nous les philosophes, en phénoménologie. Pardonnez-moi, ça va être une phrase un peu difficile. En phénoménologie, c'est-à-dire la science des phénomènes, tels qu'ils apparaissent, on dit être libre, c'est être disponible à l'apparaître des choses. Être libre, c'est pas, comme on dit, c'est pas du matérialisme, on va tout casser, Ligui nous a libérés, voilà, on a brûlé la Bastille, on a coupé la tête du roi, on est enfin libre. Ça, c'est une fausse liberté. En phénoménologie, on dit être libre, c'est être disponible à l'apparaître des choses, c'est-à-dire c'est être méditatif, contemplatif, savant, connaisseur des choses, pour l'intérêt bien compréhensible de tout le monde. Être libre,
c'est être une personne tout à fait disponible à la vérité quand elle se dévoile devant vous. Parce que cette vérité, c'est comme un soleil qui sort le matin, doucement, doucement, comme on dit au Gabon. Et on est disponible face au soleil que Vico Secondo appelle le Nzembikana. Il sort au dehors, le soleil de vérité, qu'on appelle aussi, quand on est nous les Mpongwe, Ranyangu. Et quand on appelle ça Nyangu chez les peuples de la Nyanga et de l'Angounié, on parle du concept de la vérité qui sort, comme une graine d'arachide qu'on a plantée dans le sol et qui sort comme un épi de maïs pour donner de la nourriture, donner de la vie, donner de l'abondance, de la richesse à partir d'une seule graine, le Nzembikana. Donc, le sage, il admire la graine. Le sage ne menace pas la graine. Quand la graine sort de terre, il dit « tu vas sortir. Allez, je vais aller m'endetter encore plus, mais tu vas sortir. » Être libre, c'est être disponible à l'apparition des choses merveilleuses qui appartiennent au monde de l'éternité et pour certains au monde divin. Mais en tout cas, le monde est mystérieux. Et le sage, il est admiratif. Il se met au service de la nature parce qu'il sait que la nature, elle nous renseigne sur le monde de l'éternité, le monde du divin. Être libre, ce n'est pas chanter, c'est enfin notre trésor vers la félicité, c'est ridicule. Être libre, c'est plutôt reprendre la parole de notre hymne national quand cette parole dit « Une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. » C'est ça être libre. C'est être disponible à l'éveil de l'aurore. Une aurore se lève. Éveille-toi, Gabon. Une aurore se lève. Et Oligui Nguema est là pour empêcher l'éveil de l'aurore. La sortie au jour, le Nzembikana. Parce qu'il n'est intéressé que par lui-même, par son pouvoir, par sa jouissance. Parce qu'il a choisi comme Paris la volupté, l'amour, le sexe, le plaisir, le pain et les plaisirs de Ndemezo. Le pain et les plaisirs, c'est ce qui nous amène à tout faire pour empêcher la sortie de la graine de maïs, le Nzembikana, la sortie au jour. Et les gens, les Gabonais ne sont pas disponibles. Ils sont dans la distraction. Ils ne sont plus dans l'émerveillement devant la nature, le mystère du Nzembikana, le mystère du Ranyangu, le mystère du Mpungu, du souffle vital. Ils sont dans la distraction. Les idiots appellent les intelligents des fous. Ils sont dans la distraction. On vit dans des machibichos, c'est-à-dire dans le cul de l'ontologie, dans les entrailles du python, dans la gueule du crocodile Bangando, dans la pourriture, dans le con de la grenouille, pardonnez-moi l'expression, mais c'est ça que ça veut dire, Isuro Bon, les sorciers qui ont inventé des mots comme ça, ils savaient ce qu'ils faisaient. Et c'est comme ça que les Gabonais sont des bipolaires, parce que même dans les mots, on présente souvent le Gabonais, c'est pour ça qu'on dit les Gabonais ne sont pas des gens, c'est pas une manière de les insulter, c'est une manière de dire les Gabonais sont des bipolaires distraits. C'est pour ça qu'on vous traite en fait, on vous dira Kalikak, Ambouroué, Amboué, Mabélé, Diba. Ça renvoie à la bipolarité. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui tu es. On fait des gens qui sont dans la distraction. On leur dit d'un côté Diba, ils tournent la tête là-bas. Diba, ils tournent la tête là-bas. Ça s'appelle la bipolarité. Est-ce que tu réalises ça? Et ça, c'est possible, pourquoi? Parce qu'il y a un problème théologico-politique au Gabon. Ce problème théologico-politique, il concerne non seulement les chrétiens, mais les monothéistes. Même les musulmans sont dedans. Même les traditionalistes sont dedans. Beaucoup. Même les écoles ésotériques, Rose-Croix, franc-maçonnerie, vous êtes dedans, je suis au regret de le dire. Vous participez à faire des Gabonais des êtres bipolaires.
manipulés par des forces incroyables, les mêmes forces qui ont manipulé le prince Paris, Capistran, Ikapi, le singe fou ou Ligingema. Ce sont ces mêmes forces qui manipulent les Gabonais. Quand tu vas voir Tenganga, tu fais du vaudou. Tu crois que tu fais ta tradition gabonaise, c'est faux. Toutes les traditions gabonaises ont été polluées par le vaudou gang. Oui, Marie-Florence Mengue Mobam, nous les Bantous, nous sommes des êtres de terre. Nous ne sommes pas des êtres de mer comme les Vikings, comme les vaudouistes, ceux qui vivent dans le cul de l'ontologie, dans le Mundunga, dans la Isorobon. Cette magie du Nord qui est arrivée en Afrique par la Porto Novo au Bénin, les champions des pitons. Quand tu es dans le Dahomey, tu es dans le cul de la bête, du Léviathan, comme Jonas de la Bible. Il a été enfermé dans le ventre. Les menteurs occidentaux catholiques vont dire il était dans une baleine. Mais la baleine n'est pas méchante, elle n'avale pas les gens, mais c'est le Muyama des eaux, le Léviathan, l'entité, le maître des eaux. C'est là que Jonas a été enfermé, dans le cube magique. Dans le cube magique. Les Gabonais sont enfermés dans le cube magique, au premier rang desquels Oligingema et tous ses amis, les Mundunga, les Chambriers, les Nzuba, les Miboto, les dieux de Nébert. On n'a pas des sages au Gabon, parce que le propre même du sage, c'est qu'il transmet de la sagesse, il transmet de la connaissance aux générations futures. Mais les sages qu'on a là à sceller, vous avez transmis quoi à vos enfants et à la prochaine génération? On ne transmet pas que de l'argent, on transmet du savoir, on transmet de la sagesse, on transmet des connaissances, comme j'essaye de faire maintenant. Mais le plus petit Nganga qui connaît un secret de guérison par les feuilles, il meurt avec. Il meurt avec, il ne partage pas. Or, nous savons que les Grecs et les Romains, quand ils sont allés apprendre tous les savoirs des Noirs et des Africains en Égypte, ils ont refusé de faire comme nous. C'est-à-dire que pour accéder à un savoir, à une connaissance, il faut se faire initier, se faire entuber, de faire du sale ou je ne sais pas quoi. Eux, ils ont fondé ce qu'on appelle l'agora, la place publique. Ils ont mis tout sur la place publique pour que tout le monde puisse en bénéficier. Parce que si c'était un initié qui avait inventé Facebook, ou WhatsApp, ou Twitter X, ça serait resté seulement entre un cercle d'initiés des écoles ésotériques là-bas, au PK9 là-bas, la Rose-Croix, machin, tout ça, ou dans les Mbandja, ça serait resté seulement entre un petit groupe, par mauvais cœur. Donc le problème théologico-politique, il est très simple. Les gens prennent les mythes, ils prennent des croyances, ils prennent des religions, ils manipulent ça, ils en font une religion d'État, ils se font appeler des monseigneurs, des prêtres, des machins. On n'a rien contre, mais quand même, il ne faut pas abuser des imams, des Nganga Misoko, des grands maîtres. Mais si au moins c'était pour réellement servir tout le monde, est-ce que tu réalises? Mais on se rend compte que souvent c'est pour manipuler les gens, les enfermer dans le contrôle, dans le dôme de fer. Tu ne peux pas sortir. Si tu sors, tu as fait une secte où tu as trahi, il faut te tuer, il faut t'éliminer, tu as trahi le secret de l'initiation, du Njobi, du machin, il faut te tuer. Le pays n'évolue pas parce que nous avons des pactes de pommes d'or avec des choses qui sont mauvaises. Et c'est ces choses que, dans un Gabon d'après, il faut nettoyer. Et j'ai une idée de la manière dont il faut nettoyer. Ne vous faites aucune illusion. Le changement qu'on attend au Gabon, ce n'est pas un changement uniquement matériel. C'est là que vous vous trompez. Vous pensez que aider le Gabon, c'est avant tout permettre aux gens d'être à l'abri du besoin de la peur, à l'abri du besoin. Mais vous vous trompez. Ça, c'est une libération animale, une libération matérialiste. Ça ne suffit pas.
La vraie libération commence quand tu réalises. Quand tu réalises l'erreur dans laquelle tu vis. La manipulation dans laquelle tu vis. Mon père me racontait avant sa mort comment sa génération a été manipulée par les colons. Parce que là encore, c'était un dôme. C'était du contrôle mental. La religion plus la colonisation plus le racisme, ça fait quoi? On a besoin de main-d'œuvre, il faut sortir les gens de leur village, me disait mon père. On va les chercher, on les amène dans le magasin colonial, les factoreries et tout. On leur donne du sucre, du savon, du parfum, on leur fait de la corruption, on leur donne des cadeaux. Plein. Tu rentres chez toi, tu as plein de cadeaux, mais le colon, il te dit, si tu me suis dans les chantiers coloniaux, ta vie sera tous les jours comme au magasin. Tu auras des cadeaux. Comme ça, tu vivras, tu seras riche. Et c'est comme ça que la plupart des Bapounous, des gens les Bilop, les gens du Sud, les Fans aussi probablement, c'est comme ça que la plupart des gens ont quitté leur village et que villageois est devenu une insulte. Alors que quand tu étais au village, tu étais protégé par tes ancêtres, par ta famille. Il fallait organiser les déplacements dans le pays sans jamais couper les racines avec le village. Parce que dans ton village, il n'y a pas que tes parents, il y a aussi ce qu'on appelle les Matengu. Et on a diabolisé les Matengu. Les Matengu ne sont que ce qu'on appelle les idées, les éternels, les ancêtres qui sont encore avec nous et qui n'ont pas fini leur voyage. Et quand ils sont avec nous, ils nous aident. Mais chez les Bapounous, dès que quelqu'un avec son troisième œil avait vu un Matengu, un Ditengu quelque part, tout le monde fuyait le village. En fuyant le village, on a tué le Gabon. On a tué le bantouisme. Parce qu'il n'y a pas d'identité sans mémoire. Et là, le cheval de Troie des magasins coloniaux a bien fonctionné. On a introduit les magasins coloniaux, les magasins des Aoussa, les magasins des Libanais, et on vous a couché, notamment nos pauvres sœurs, nos pauvres filles, derrière le magasin, contre un pain au beurre, contre un peu de cadeaux, un peu de richesse, illusoire. On vous a enlevé votre dignité et vous avez perdu votre dignité derrière le magasin. Et cette stratégie avait déjà commencé sous la colonisation puisque mon propre père a quitté son village de Mouabi, lui qui était le fils unique du chef traditionnel de Mouabi à Mourindi, des kilomètres. Rang Mevol, il était le chef traditionnel de Mouabi Swangi, par le Mokab jusqu'à Mourindi. Il n'avait qu'un fils. Je ne parle pas de mon grand-père maternel qui lui a fondé Mandil Mamouabi, qui lui aussi était un grand chef, mais avec plein d'enfants. Mais mon grand-père paternel n'avait qu'un fils et une fille. Et le fils a été emmené dans le magasin colonial. Et le fils avait peur de faire de la politique locale parce qu'il avait peur des sorciers. Et vous comprenez pourquoi Moubamba Ben Imhotep ne peut pas abandonner, parce que mon père a abandonné face aux menaces à Mouabi. Et les colons l'ont convaincu qu'il fallait qu'il les suive. Il est devenu de ce qu'on appelle un Bapoun Bamangas, les Bapounous des magasins, qui à 17 ans, on va leur donner des cadeaux, on va leur dire « suis-moi en diaspora ». Parce que la diaspora gabonaise n'a pas commencé là. La diaspora gabonaise a commencé par l'abandon de nos pères et de nos ancêtres des villages pour devenir des bantous des magasins. Bapoun ou Bamangas. Le mangas, ce sont les magasins. Et toute l'Afrique est là-dedans. Et c'est pour ça qu'il y a eu un film super dans les premières années d'Omar Bongo. Une série, il y avait une série, si on avait gardé, si on avait refait cette série, il y aurait un bel enseignement pour nos enfants. Mais au Gabon, on tue tout, on casse tout. Je suis sûr que même mon passage à l'idole du dimanche, Sévicos et Kondo, quand j'étais en classe de C1, n'existe plus. On a détruit la RTG, on a détruit la mémoire et l'identité. Bantou de Mangas, Bapoun Bamangas, on est content. Est-ce que tu réalises? Non.
tu ne réalises rien. Tu es perdu. Tu es un « Où vas-tu combat ?» C'est ce qu'on appelait « Où vas-tu combat ?» la série des années 70 où un Bantou quittait son village. Il était maintenant contre son village. Il était devenu un Bantou des magasins. Et Bapoun Bamanga, c'est Bapoun de la diaspora, les Gabonais de la diaspora, les Bantous, les Africains de la diaspora. Tu t'en vas, tu perds tout, tu oublies tout. Je rends grâce à la providence divine parce qu'en 2012, j'ai ramené mon père à Mwabi. Et tout le monde se souvenait encore de lui. C'est moi qui ai ramené mon père à Mwabi, le fils du grand chef. J'ai retrouvé la tombe de mon grand-père maternel, mais j'ai eu du mal à retrouver la tombe de mon fameux grand-père paternel, Marang Maïvol. En 2012, j'ai ramené mon père à Mwabi. Et mon père est mort en 2013. Et il a fait la meilleure chose de sa vie, dont il était fier. Il a redonné à son fils une mémoire et une identité. Il m'a ramené dans son village qu'il avait quitté à 17 ans, parce qu'il s'était fait avoir par les chevaux de Troie. Donc, mes chers compatriotes, est-ce que tu réalises ce que tu fais en ce moment au Ligingema, prince de Capistran, singe fou? Tu danses comme un singe fou. Tu parles à la Maison Blanche comme un singe fou. Et tu te crois intelligent. Mais tu es un singe fou. Loin de moi l'idée de te manquer de respect, président. Mais il y a un problème de chevaux de Troie au Gabon. Nous sommes pénétrés par des chevaux de Troie. Le Gabon est en train de disparaître. Et le problème théologico-politique est possible parce que on utilise la religion, on utilise les écoles ésotériques, on utilise les traditions, on utilise tous les systèmes de contrôle pour maintenir les Gabonais sous un dôme de fer. Sous un dôme où les gens sont prisonniers. Prisonniers où? Prisonniers dans le gros bouquet. C'est ça. Même dans le mot gros bouquet, c'est piégé. Mais vous ne vous rendez compte de rien. Est-ce que tu réalises que la prison de gros bouquet, ça veut dire le con de quelque chose? Dans lequel, ou le cul de quelque chose dans lequel tu es enfermé. Et ce sont les colons qui ont inventé ce mot. Ils ne vont jamais changer le nom de cette prison ni l'endroit parce que c'est là qu'ils tuent la mémoire et l'identité. C'est là qu'ils dévirilisent les Bantous du Gabon. C'est là qu'ils les détruisent. Même au Ligingema ne mérite pas qu'on aille l'enfermer là-bas. Mais pourtant, on enferme les Bantous là-bas, on les dévirilise, on leur enlève leur dignité. Ça s'appelle gros bouquet. Et gros bouquet, ça veut dire aussi un burantuo. Le cul d'une femme. Le cul d'Aphrodite, de l'entité de l'amour, l'entité de la sensualité que le prince de Paris a choisi dans la mythologie, le Capistran, le prince de Ngoni ou de Bissok. Ce sont des images que j'utilise, ce n'est pas des attaques personnelles, mais là où nous sommes, là où Oligingema nous a emmenés, c'est un gros bouquet. Mais pas le gros bouquet que vous connaissez là, c'est à la prison centrale. Parce que les Gabonais sont enfermés dans un cul que les Pounous appellent le Mundung, le Mundunga, que les Béninois appellent le Dahomey, le cul du python. Vous êtes enfermés là-dedans par le vaudou, gang, que vous appelez les traditions, machin, quand vous avez mangé les bogas, quand machin, vous racontez des choses. Mais vous êtes enfermés avec des entités malveillantes. Parce qu'il y a des anges, il y a des génies, il y a des entités bienveillantes, mais les Gabonais sont manipulés par des entités malveillantes, comme le prince de Paris l'a été. Et ça nous amène à la guerre permanente. Cette guerre permanente, elle se matérialise comment? Mais par le tchouo, quand vous voyez les Mpongwe défiler. Quand vous voyez les Mpongwe défiler la main comme ça l'autre jour, ça veut dire tchouo. On peut vous raconter tout ce qu'on veut, mais moi je sais que ça veut dire tchouo. Nous sommes en prison dans le Mbouran tchouo. Chez les Pounous, Mboura ça veut dire la place. Un tchou ça veut dire la place de la prison. Ce n'est pas derrière la prison, c'est dans la prison. Le Mbouran tchouo, le Mbouran tchoua. Tout est codé. Est-ce que tu réalises que tout est codé? Et c'est pour ça que le pays n'avance pas.
sans une réforme de l'éducation qui tienne compte en même temps de la mythologie, de la métaphysique, donc de l'intellectualité, et de la politique, donc de la morale civique, nous ne pouvons pas avancer. Nous n'avons pas besoin d'être à l'abri du besoin de la peur, parce que ça, c'est artificiel, ça. Et c'est là que Jean Ping s'est trompé. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une révolution culturelle. Tout comme l'Afrique n'a pas besoin de la démocratie, l'Afrique a besoin d'un Mao Tse-tung. Comme en Chine, quand il a dit le grand bond en avant de la Chine, alors que la Chine était vraiment dans le machibichos. Mao Tse-tung est sorti, il a dit, le grand bond, on va organiser le grand bond en avant. On va sauter tellement loin qu'on va même dépasser les États-Unis et l'Europe. Aujourd'hui, nous en sommes où? Mais pour ça, les Chinois, ils ont dompté tous les chevaux de Troie qu'on leur a envoyés. Que ce soit l'Église, la médiacratie, l'humanitaire, toutes les conneries, les films, les machins, ils se sont d'abord concentrés sur eux-mêmes. Ils ont éduqué les gens, ils ont industrialisé, ils ont fait les finances, ils ont fait plein de choses avec Deng Xiaoping, le successeur de Mao Tse-tung. Et c'est ce qui leur a permis de faire la modernisation de la Chine. Et ne vous inquiétez pas, ils auront leur modernisation démocratique un jour. Moi, j'ai des amis en Chine, des intellectuels, ils m'ont dit, ne vous inquiétez pas, monsieur Imhotep, la Chine aura sa 5e modernisation. Sa dernière modernisation sera la démocratie à la chinoise, pas la démocratie libérale, anglaise. On fait semblant de se battre, le théâtre, on fait de la corruption, on fait du n'importe quoi, on tue des... La Chine aura son évolution. Et c'est donc ici que je vais terminer avec les erreurs du prince de Capistran, le singe fou, aux États-Unis, qui montre qu'il est sous mind control. Il est manipulé par des forces négatives. Et il entraîne tous ceux qui le suivent vers la boîte de Pandore, vers le Mundunga, vers le gros bouquet, vers le Mburantu, la place de la douleur, le Dahomey, les entrailles du python. C'est là où il est en train de nous entraîner. Et ne nous entraîne pas seulement à dépasser les 10 000 milliards d'endettement. Même l'argent qu'il a emprunté aux États-Unis, c'est de la dette en plus. Il n'y a aucune stratégie financière connue, expliquée aux gens. Le pays lui appartient, il fait ce qu'il veut, et c'est de la folie, le singe fou. Les vrais fous qui vous dirigent, vous ne les traitez pas de fous, les amis. Mais c'est de la folie, l'endettement est une folie. Moi, je suis sorti du gouvernement à cause de ça. Je n'ai pas été d'accord avec ça. Allez demander à Billy Bizet. Maintenant, comme c'est votre héros, je n'ai rien contre. Mais il vous dira, s'il est honnête, oui, Moubamba a dit au sein du gouvernement, au président Ali, vous êtes en train de faire des conneries avec ces super dettes. Et c'est comme ça qu'il y a eu un grand complot au sein du gouvernement pour dire, il faut tuer Moubamba, il faut le virer, il faut l'empoisonner, il nous emmerde. Allez leur demander comment j'ai failli en venir aux mains en plein conseil des ministres avec Régis Simongo, le nouvel ambassadeur au Benelux, qui était le ministre de l'économie. Je leur ai dit, mais vous savez comment mettre en place une stratégie financière crédible pour notre pays. Mais vous avez besoin de ces dettes parce que vous avez vos commissions dedans. Moi, je ne suis pas d'accord. Et c'est ce qui a entraîné ma sortie du gouvernement. Ils ne vous le diront pas parce qu'ils ne sont pas honnêtes. Mais les services, même les Oligui Nguema, peuvent le confirmer, ils ont les informations. Donc, Oligui Nguema, il prend 3 milliards de dollars. Waouh! Aux États-Unis. C'est de la dette. Ce n'est pas un don. Et tout le monde est là. Enfin, note ça. On vous dit non, c'est une aurore se lève. Est-ce que tu réalises? Éveille-toi, Gabon.
Arrête de te comporter comme un imbécile heureux, un idiot. L'aurore, la liberté, c'est pas applaudir un enfant soldat. La liberté, c'est l'ouverture de la conscience, l'ouverture de la terre dans le Nzambikana. Nzambikana que Vico Sekondo a chanté, c'est la sortie à la lumière du jour, la sortie du soleil de vérité, c'est la sortie de la graine de maïs ou de la graine d'arachide de terre. Et les vrais gens libres, ce sont ceux qui assistent, qui regardent la nature. Pas comme ça. Parce que quand on est comme ça, on est prisonnier dans le brancho. Mais quand on est comme ça, on réalise que, waouh, c'est bon ça. La nature est merveilleuse, mon Dieu. C'est une technologie incroyable. Regardez la sortie au jour de l'arbre là. L'arbre qu'en tant qu'idiot utile, tu coupes. Comme un imbécile, tu crées du désert. Tu coupes, tu donnes ta forêt. Mais est-ce que tu sais comment cette forêt-là est sortie? Tu tues des éléphants alors que ce sont les éléphants, c'est la chiure, la merde de ces éléphants qui a transporté toutes ces graines qui ont donné des okoumés après. Mais tu ne réalises pas, Gabonais. Tu crois que parce que tu es humain, tu as tous les droits. Tu as le droit de manger tous les pangolins, de tuer tous les sangliers, de salir partout, de pisser dans la Batavia, dans les bassins versants. Tu énerves tous les génies, toutes les libellules, tous les papillons que tu vois là. Mais est-ce que tu sais comment c'est venu là? Tu ne sais pas que la nature, c'est l'image matérielle de Dieu. Chaque fois que tu massacres, tu pollues, tu salis la nature, tu pollues les fleuves, mais tu atteins Dieu. Être libre, c'est sortir du Mourancho pour dire, oh mon Dieu, maintenant je réalise que, waouh, donc ce jardin-là, il est extraordinaire comme ça, mais qui a fait ça? Qu'est-ce qu'on veut me montrer? Et là, je deviens un phénoménologue, libre. C'est pas les conneries, ah, l'armée nous a libérés, l'armée nous a... Mais des bêtes, mais les Gabonais ne sont pas des gens. Pas pour le moment. C'est pour ça que je ne suis pas impressionné par leurs attaques, leurs insultes. Ils ne connaissent rien, ils ne savent rien. C'est parce qu'on a perdu le village. Moi, quand j'entends des imbéciles heureux insulter les autres villageois, mon Dieu, mais tu es bête comme un Gabonais. Un vrai villageois est plus intelligent que toi, mon gars. Dans ton Machibichos ou bien dans ton exil à l'étranger. Parce qu'un villageois, il est proche de la nature. Quand tu lis le livre de la nature, tu n'es jamais analphabète. Tu n'es jamais analphabète. La nature t'enseigne. Et tu fais attention à ce qui apparaît. Tu es libre parce que tu réalises. Oh, et ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Et tu es tellement bête que quand les soldats de l'OTAN viennent faire des manœuvres dans ta forêt, tu ne réalises même pas, tellement tu es bête qu'ils sont en train de prendre tous tes secrets. Avec ces secrets, ils vont aller créer des drones. Ils vont créer des technologies. Quand ils observent ton mille pattes que toi, tu écrases comme un bête, comme un Gabonais, ah, ça c'est quoi? Le gars, il a déjà inventé le train TGV en observant comment ton mille pattes marche. Quand les Otaniens, les autres là, les vaudou gangs, quand les vaudou gangs observent ton papillon, lui, comment le papillon vole en bon, il sait déjà que, oh mon Dieu, comment je peux faire pour inventer un agent qui vole de manière intuitive? Intuitive. Avec l'intelligence artificielle. Mais toi, tu es là, tu tues les papillons. Mais tu es un Dungourou. Est-ce que tu réalises que la vraie liberté du Gabon, c'est la connaissance, c'est l'éducation, c'est la culture, la vraie, pas le vaudou gang, pas tes conneries, pas les hallucinogènes. Et ça, Oligui Nguema, vraiment, c'est un singe fou. Je ne sais pas où il va nous emmener. Mais là, moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Je n'ai rien contre lui, mais c'est un dangereux personnage. Parce que quelqu'un qui va à la Maison-Blanche et qui félicite Donald Trump d'avoir ramené la paix dans sa zone, la CEAC, mais c'est un idiot utile. Il n'a pas ramené la paix. Moi, j'aime bien Donald Trump.
Qu'est-ce qu'il a fait? Les États-Unis, mais comment un président manque autant de connaissances géopolitiques? Nos ennemis qui sont là depuis des siècles ont encerclé l'Afrique bantoue. Au nord, ils financent le terrorisme pour tuer les Burkinabés. Tout ça, c'est des Bantous, les Soudanais. Quand j'entends Oligui Nguema dire la paix au Soudan, je dis, mais mon Dieu, mais c'est qui ce président? Parce que toute l'Afrique noire, Bantou, est encerclée par les alliés de nos ennemis chez qui il était. Même si ce n'est pas Trump, mais c'est tout le système que Trump soutient. On finance les terroristes à travers le programme militaire qu'on appelle AFRICOM. En haut, on attaque. Burkinabé, le Sahel, j'étais là-bas, j'ai vu de mes yeux, Burkina Faso. Les opérations terroristes sous drapeau et tout ça, c'est eux. On massacre au Soudan les Noirs, parce qu'ils sont tellement noirs que les Arabes ne les aiment pas. Ils sont trop noirs. Alors que noir, ce n'est pas une maladie. Noir, c'est une vibration. C'est comme le bleu du drapeau gabonais. C'est une vibration. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. Alors, les mêmes Trump, AFRICOM et tout qui organisent les tueries au Soudan, les tueries au Burkina, les tueries au Mali, au Niger, on entend le président gabonais qui joue au singe savant dans la Maison Blanche. Oui, oui, le Soudan. Oh, mon Dieu. Si tu ne connais pas, tais-toi. Et les Gabonais sont là. Oh, il a bien parlé. Oh, non, non, non. Notre président. Oh, mon Dieu Seigneur. Quant à la CEAC, donc vous avez en fait, nos ennemis ont deux pactes contre les Bantous. Il y a un pacte qui s'appelle le pacte de Marrakech. Et les Marocains, vous m'avez vu à Bruxelles, j'ai parlé devant l'ambassade du Maroc, d'ambassadeur du Maroc en 2019, novembre 2019. Le pacte de Marrakech, c'est un pacte dit de l'immigration où on bloque tous les Noirs, tous les Bantous, et on les repousse, ou on fait ce qu'on veut, on les fait passer pour jouer un rôle d'immigration en Europe et tout. Le cardinal Sarah de la Guinée en a parlé au moment de l'élection du pape. Ça s'appelle le pacte de Marrakech. Oligui Nguema ne connaît pas ça apparemment. Ce qui se passe au Soudan, il ne connaît pas. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le pacte de Kigali. Le pacte de Kigali consiste à prendre les Noirs, les Bantous qui sont métissés avec les Arabes, qu'on appelle les néo-Kamites, qui ont la peau un peu plus claire, comme les Tutsis, les Somaliens comme Liban Soleiman, et puis ils sont entre eux, voilà. Ils sont aussi alliés avec les sionistes. Eux, ils encerclent à l'est. Avec les Kenyans et tout, ils encerclent, ils étouffent. Leur première cible, c'est le Congo. Ensuite, c'est le Gabon, les deux Congos, là, le Gabon, tout ça, l'Angola. Mais l'Angola, ils ont déjà perdu la guerre là-bas, mais ce n'est pas encore fini. Ils ont des ramifications en Afrique du Sud, d'où le scandale que vous avez vu entre le président sud-africain Ramaphosa, Musk et puis Donald Trump dans le bureau ovale. Les Noirs sont encerclés dans une poche. Quand je dis les Noirs, c'est-à-dire les Bantous historiques, ils sont encerclés par les Arabo-Berbères, AFRICOM, par les néo-Kamites, Somaliens, Tutsis, machin, tout ça, Kenyans. On nous encercle parce que nous sommes la zone la plus riche d'Afrique. Le Congo démocratique, le Gabon, le Congo-Brazzaville, l'Angola, la Guinée équatoriale, une partie du Cameroun, même la République centrafricaine. Comment un président qui est supposé avoir été briefé par une cellule stratégique peut dire dans le bureau du président des États-Unis, enfin dans une réunion avec le président des États-Unis, vous avez ramené la paix dans la CEAC, donc on va vous donner le prix Nobel de la paix, mon Dieu. Il n'a pas ramené la paix. On a instrumentalisé Kagame à l'Est pour faire pression sur Tshisekedi qui est trop faible afin de prendre les richesses du Congo démocratique pour lesquelles
Patrice Lumumba a donné sa vie. Même Mobutu a défendu ces richesses-là plus que quiconque. Mais Tshisekedi, son armée faible, il a tout donné. La signature que vous avez eue dans le bureau ovale entre le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, le ministre des Affaires étrangères du Congo démocratique, est une capitulation des Bantous, mon Dieu. Capitulation. Et c'est ça qu'Oligui Nguema, votre président tellement génial. D'abord, il va prendre encore des dettes de 3 milliards. Après, finalement, il félicite le président Trump d'avoir fait capituler le Congo démocratique, nos cousins, nos parents, ceux avec qui nous pourrions former une fédération dans les siècles à venir, avec les Congolais de Brazzaville, avec les Camerounais, les Équatos peut-être, s'ils veulent bien, peut-être la République centrafricaine, pourquoi pas l'Angola. Le Congo démocratique a capitulé. Oligui Nguema, le prince de Capistran, le singe fou, il dit « Non, non, il n'y a pas de problème. » Prix Nobel de la paix pour la capitulation du Congo démocratique. Et tous les Dunguru idiots utiles applaudissent. C'est enfin notre essor vers la médiocrité. Mais moi je dis, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. Et de ce même dans ce contexte que Oligui Nguema, sur le potasse, les minerais de la Nyanga, il signe un accord pour 300 milliards de francs CFA. Mais c'est ridicule, ces mines-là. Ces mines de la Nyanga, elles valent des milliers et des milliers de milliards de dollars. Vous allez donner ça aux gens sans appel d'offres, juste pour que Donald Trump vous soutienne. Et les gens disent « Oh, c'est merveilleux, on va pouvoir enfin développer la Nyanga. » Mon Dieu. Mes chers compatriotes, je termine avec le silence des agneaux, parce que ce sera un appel, j'ai été long aujourd'hui, mais c'est un témoignage pour l'histoire, d'abord, mes chers compatriotes. Rien de tout le mal qui arrive au Gabon ne serait possible si les agneaux du Gabon ne fermaient pas leur bouche. Et ces agneaux, ce sont les religieux. Ce sont les humanistes. Ce sont les intellectuels, les acteurs de la société civile. Les âmes bien-nées. Le pays est en train de s'effondrer dans la dette. Le pays est en train d'être vendu à la découpe. Les droits de l'homme sont violés, comme on le voit dans l'affaire de Sylvia Bongo et de son fils Noureddine, que je ne défends pas. Sylvia Bongo et Noureddine m'ont fait beaucoup de mal, comme la cruche à Lianga, mais je ne leur en veux pas. C'est comme ça. Celui qui ne veut pas avoir des problèmes, qui ne fasse pas de la politique. J'ai choisi de mener une activité dangereuse. Et ça m'a coûté ce que ça m'a coûté. Mais moi, je ne me suis pas levé en 2007, 2008, 2009 pour une libération, entre guillemets, où on torture les gens, où les gens n'ont pas de droits, où on abuse les gens, on fait des choses vraiment scandaleuses. Je dis que, quel que soit le crime de quelqu'un, on doit respecter sa dignité. Je dis aussi que les gens qui sont en prison, en ce moment, les Mvouadjami, qui n'a fait que se disputer avec l'ancien Premier ministre Nsima, qu'est-ce qu'il fait en prison? On me dit que Yann Goulou est agonisant. Qu'est-ce qu'il fait en prison alors que Noureddine est sorti? Parce qu'il est noir? Parce qu'il est bantou? Comme Kelly Ondo? Alors eux, ils n'ont pas le droit de voir l'Onzem Bikana de sortir du conte de la grenouille, du cul de l'ontologie, du Mboulantuo. Vous devez les garder là-bas pour les déshumaniser et faire peur aux gens. Et Macron et Trump, ils vous célèbrent. Non, on n'a pas le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train d'en faire, a dit votre maître, Omar Bongo.
Ouvrez les portes du con de la grenouille, du cul de l'ontologie, du mburanto, du gros bouquet de la prison. Ouvrez ça, laissez sortir les gens. Laissez sortir les gens. Et les Gabonais qui acceptent ça sont des maudits. Même ton pire ennemi, tu ne dois pas lui souhaiter la torture et la mort. Sinon, tu es pire. Tu es pire que ton bourreau. Ce que nous voulons, c'est un État irréprochable, où la loi signifie quelque chose. Il n'y a pas de loi au Gabon. Voilà pourquoi tout ce que Oligui Nguema, le singe fou, le prince de Capistran et Capi fait là, ça ne va pas marcher. Parce que déjà, les notes du Gabon au plan économique sont basses. Ça ne va pas marcher. Et ce qui est plus grave, c'est que tous les investisseurs mondiaux, sauf ceux qui font des accords léonins de corruption et tout, machin, je te donne 100 milliards, tu fais telle route, mais tu me donnes 30 milliards, tu fais la route là avec 70 milliards. C'est ça leurs arrangements. En réalité, ça ne peut pas marcher parce que le cadre juridique gabonais n'est pas protecteur. Tu ne peux pas venir investir dans un pays où on ne respecte pas les lois. Moi, je connais des investisseurs qui ont investi des centaines de millions pour commencer, et puis du jour au lendemain, au Gabon, on leur a dit « Allez, vous partez, on ferme vos marchés, terminé, vous avez tout perdu ». Dans quel contexte il peut y avoir des investissements structurants dans un pays qui n'a aucun cadre juridique fiable, où c'est le président qui est le représentant de la loi, en même temps que le représentant de l'exécutif, en même temps que le représentant des élus. Nous marchons sur la tête, c'est de la folie. Souvenez-vous du film « Le singe fou », le prince de Capistran, qui capit. C'est ça que ça nous annonçait. C'est ça que ça nous annonçait. La prophétie cinématographique du Gabon. Nous devons donc réaliser. Est-ce que tu réalises qu'il y a un problème théologico-politique au Gabon, où les archevêques se taisent, silence des agneaux, les évêques, les prêtres, la communauté chrétienne? Est-ce qu'il y a des violations des droits humains, ils se taisent? Toute la société civile qui a combattu les bongos, les biens mal acquis, les machins, les trucs, manipulés, ils se taisent parce que Trump a fermé l'USAID, qui dispatchait l'argent à travers les George Soros, la mafia internationale. Comme il n'y a plus d'argent là-dedans, il ne reste que la politique. C'est votre décision. Les Georges Mpaga, les Marcona, ce sont mes anciens amis. Je n'ai pas à les charger, mais je dis aux agneaux, le silence des agneaux est très dangereux. Parce que vous êtes les prochaines victimes des chevaux de Troie. Parce que le cheval de Troie actuel au Gabon, c'est notre propre cheval de Troie qui s'appelle le coup de liberté. Le coup de la fausse liberté a introduit au Gabon un faux cheval de Troie que nous avons nous-mêmes fabriqué et il est en train de nous détruire au moyen de la dette, au moyen des forces de défense et de sécurité, des services spéciaux, avec un pouvoir de la détention arbitraire, avec des menaces, du mensonge, avec de la France-Afrique, avec de la manipulation à tous les étages, avec des décisions improvisées sans planification telles que les déguerpissements. Nous sommes en train d'ouvrir la boîte de Pandore du Gabon et tous les démons vont sortir de là. Tous les démons du pays vont sortir de cette boîte de Pandore, comme on le dit dans la mythologie gréco-romaine. La boîte de Pandore, c'est une boîte où on a utilisé une femme qu'on pourrait appeler Mburantuo, la boîte de Mburantuo, dans sa boîte, dans ses fesses, comme des paix. Les Mivoussi, les Pounou, vont sortir de cette boîte de Pandore et ça va puer dans tout le pays. Ça ne se fera pas si on réalise. Est-ce que tu réalises? Au lieu de faire ça, on va encore faire comment? Comme nos frères et sœurs Mpongwe. On va encore faire comment? Tchouo!
comprenons seulement que notre vocation n'est pas de subir. Notre vocation en tant que Bantou du Gabon, c'est est-ce que tu réalises que ta vocation est de laisser sortir de terre le Nzembi Kana, la graine jaune du maïs qui va fonder l'enrichissement global du pays, la société d'abondance partagée. C'est possible, c'est une utopie, c'est un rêve, mais c'est possible. Mais pour ça, il faut un changement. Et ce changement passe par une révolution culturelle. Cette révolution culturelle, elle est portée par un seul acteur, et je le dis très modestement, c'est Ben Moubamba Imhotep. Tout est là, dans ma tête. Tout est là, sur mon œil de Mabouang. Tout est là, sur la couronne divine. Donc, nous devons brûler tous les chevaux de Troie qu'il y a dans notre pays. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter la religion, qu'il faut arrêter d'avoir des choix personnels, mais ça veut dire que nous devons être libres. Et je vous l'ai dit, être libre, c'est être disponible à ce qui est vrai, à l'apparition du soleil de vérité, qui est représenté par une graine. La graine qu'on sème la terre, c'est comme le soleil qui rentre la nuit dans l'obscurité. Et quand il renaît le matin, on l'appelle Nzembikana. Parce qu'il y a un souffle vital qui l'anime, cette graine. Il y a un souffle vital, le Mpungu, le Nzambia Pungu. Personne ne vous donnera cet enseignement parce que le problème théologico-politique du Gabon fait que ceux qui prétendent être des hommes et des femmes de Dieu, des sages, des maîtres spirituels, se comportent comme des contrôleurs, comme des entités du contrôle global des Gabonais. On les contrôle, on les hypnotise, on les manipule dans le but de satisfaire le pain et les plaisirs. Éveille-toi, Gabon, bon sang! L'éveil des consciences, c'est de ça dont nous avons besoin. L'éveil des consciences. Tant qu'il n'y aura pas cette aurore dans les âmes des Bantous du Gabon, nous allons rester des prisonniers dans le gros bouquet, dans le cul de l'ontologie, dans le conte de la grenouille. La grenouille, c'est une entité comme Aphrodite, dont je vous ai parlé, et qui a séduit Paris, prince de Capistran, singe fou, Ligingema. Et donc, lui, il peut danser. Vous êtes là, vous applaudissez. Mais vous êtes enfermé dans le Mourantuo, dans le Mundunga, dans le Léviathan, dans le Python. Vous êtes dans le Vaudou Gang. Vous pensez que c'est votre culture, là, machin, c'est ma culture, ma tradition. Tu es dans les entrailles du Python. Parce que ta tradition, c'est pas ça. Ta tradition, c'est le Nzambia Pungu. Et personne ne va t'en parler parce qu'ils ont perdu cette connaissance. Ta tradition, c'est le Ibungi Matengu, le village des ancêtres, le village des étoiles, le village des éternels. Ta tradition, c'est Ranyangu, le soleil de vérité, qui permet à la justice et à la paix de s'embrasser dans l'amour. Dans l'amour. C'est pas tes fétiches ou des feuilles que tu vas tuer des gens, tu attrapes un enfant, tu l'étrangles, tu le massacres, tu prends des organes parce que tu grattes les crânes de tes ancêtres, tu fais la poudre, tu avales ça, tu fais de l'anthropophagie symbolique, tu fais du n'importe quoi de ta vie et tu crois que c'est ta tradition. Tu as un président qui ne connaît rien, qui n'arrête pas d'endetter, tu es content. Il fait le malin à la Maison Blanche, il donne des leçons au maître de la Terre, il ne sait pas qu'il est en train d'énerver le maître de la Terre. Il raconte des conneries sur le Soudan, sur la CEAC, alors qu'il est en train de valider qu'on prend les Bantous à Mangamba, c'est-à-dire on les prend au cou, on les étrangle petit à petit. J'espère qu'en Afrique centrale, nous allons avoir des leaders lucides et visionnaires. J'espère que nous allons avoir un peuple solidaire au Gabon qui se lève non pas pour quelqu'un, comme on le voit, oh,
culte de la personnalité. Comme vous avez fait Mbamoamo, culte de la personnalité. Mamboudou, Mamboudou, culte de la personnalité. Ça n'enlève en rien la qualité des gens. Mais ce qui sauve, ce n'est pas le culte de la personnalité. Moi, je n'ai pas vu le culte de la personnalité au Burkina Faso, quand il y a eu la révolution des Burkinabés. C'est le peuple qui a protégé Ibrahim Traoré. Et le jour où Ibrahim Traoré n'aura plus le soutien du peuple, il est fini. Parce que tous nos ennemis veulent le tuer. Parce que c'est le plus brillant des leaders bantous en ce moment. C'est pour ça qu'on veut le tuer. C'est le nouveau Lumumba. Je conclus donc cette longue intervention d'aujourd'hui en rappelant les paroles de l'hymne national que j'aime le plus. Éveille-toi, Gabon. Est-ce que tu réalises? Éveille-toi, Gabon. Une aurore se lève. Le Gabon se lève. Encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. Nous devons contrôler tous les démons qui s'apprêtent à sortir du con de la grenouille, qu'on appelle aussi la boîte de Pandore, qu'on appelle le Mbourantuo, qu'on appelle le Machibichos, qu'on appelle les entrailles du python, qu'on appelle le Léviathan, qu'on appelle Mabélé, Kalikak et tout ce qu'on veut, toute la sorcellerie du Gabon qui vient du vaudou et qui se cache derrière les traditions bantoues qui ont été polluées par la magie du Nord. Que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu désactive les singes fous et que Dieu libère notre pays véritablement en faisant un pays de droit, un pays avec des citoyens disponibles, un pays avec des gens qui ont compris que une aurore se lève comme Nzembikana, que la graine va sortir et que notre avenir, ce n'est pas la dette, c'est l'enrichissement globalisé, l'enrichissement généralisé des Bantous, une politique financière sérieuse et une construction d'une nation qui favorise l'unité des Bantous en Afrique centrale et tout à fait en unité avec leurs frères et sœurs du Soudan et du Sahel, que les entités militarisées de la terreur, derrière les États-Unis, les Occidentaux et les autres peuples du Nord, Vikings, Voodoo Gang, veulent faire disparaître. Que Dieu ait pitié du Gabon et que Dieu nous permette de devenir enfin libres, de mener une vie normale sur une terre enfin normalisée. Merci.